Mais il y a beaucoup d'indignation autour de la tenue de cette conférence, mais aussi des propos très récurrents de la France insoumise à propos d'Israël. Mais la question est, est-ce qu'on ne leur fait pas trop de pub en réalité sur la tenue de cette conférence? Est-ce qu'il faut continuer à en parler comme cela ou pas? Écoutez, il y a deux choses. Moi, que des gens se réunissent pour parler de la Palestine ou même pour soutenir la cause palestinienne, c'est leur droit le plus absolu. Mais qu'on le fasse en prenant comme symbole une carte qui raye Israël précisément de la carte, puisque le slogan de la mer au Jourdain, je rappelle que le Jourdain, Madame Panot ne savait même pas le situer sur une carte, de la mer au Jourdain, ça veut dire qu'Israël n'existe plus. Ça, c'est un problème. Et puis, pardon, la deuxième chose qui est un symbole terrible, j'ai pas le sentiment que ça a été dit aujourd'hui, c'est que l'université de Lille, en 2017, c'est précisément là où la pièce de Charb a été interdite sur pression de la Ligue des droits de l'homme et du MRAP qui ont hurlé à l'islamophobie. Et le précédent président de cette université de Lille a interdit la tenue de la pièce posthume de Charb 2 ans après l'attentat en prenant le motif de la crainte de troubles à l'ordre public. Si une réunion où l'on réclame la destruction d'Israël se tient dans le lieu où les mots de Charb n'ont pas pu être proclamés, je trouverais qu'en matière de symbole, il y aurait là quelque chose d'assez révoltant. Quelle stratégie poursuit la France insoumise? En tout cas, Georges Bensoussan, qu'on a entendu brièvement, j'aimerais qu'on l'écoute à nouveau. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Il compare aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon à Jacques Doriot, le fondateur du PPF, le parti fasciste. Écoutez Georges Bensoussan. Ce parti, LFI, c'est le parti qui me fait le plus penser au populisme de Doriot. L'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires. Mélenchon, Doriot, même combat, oui, ça va même faire combat. Ce que vous dites. Oui, même combat. Je suis assez historien pour le savoir, pour savoir ce qu'a été le PPF à partir de 1938-1939. Les poids de M. Bensoussan sont vraiment très très forts pour moi, Louis de Ragnel. Moi, je souscris au fond de ce que dit Georges Bensoussan. En revanche, c'est vrai que moi, les comparaisons historiques, j'ai toujours un peu de mal parce que, évidemment, que Jean-Luc Mélenchon et tout ce qui vient d'être dit, mais bon, je trouve que c'est toujours un peu risqué de faire ces comparaisons. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est plus dans l'ambiguïté, même s'il se protège systématiquement derrière des artifices, derrière le droit, derrière tout ce que vient de dire Amine El-Khatmi. Et puis ce que je trouve assez choquant là, particulièrement dans cette séquence, c'est que Jean-Luc Mélenchon va faire campagne à l'université. Moi, je pense que en fait, les universités pendant les campagnes électorales ne devraient pas accueillir de candidats, de conférences politiques ou de débats, parce qu'on sait très bien que c'est pas pour la stimulation intellectuelle, c'est simplement pour faire du racolage, pour trouver des militants. Et ça sert uniquement à ça, de faire des meetings politiques dans les universités. Rachel, ouais. Et Jean-Luc Mélenchon joue un peu sur la confusion, parce que demain soir, il tient un meeting à Roubaix, donc le lendemain, il sera à Lille. Et donc, il dit aux journalistes, mais attendez, moi j'ai le droit de tenir une réunion publique à Roubaix, qu'est-ce qui choque, qu'est-ce qui pose problème? Alors qu'en réalité, on ne parle pas du meeting politique, on parle de sa conférence à l'université de Lille. Bien sûr, Rachel. Les mots de Bensoussan m'ont fait penser en fait à cette intervention de Léo Ferré en 1971, où il disait qu'en fait une certaine gauche, c'était la salle d'attente du fascisme. Je trouve qu'on en est là aujourd'hui, malheureusement. Et on parle souvent d'entrisme. Déjà, il y a le symbole de l'université qui est entaché, mais pour moi, c'est plus que de l'entrisme, en fait. À partir du moment où c'est une colonisation mentale, c'est une colonisation, c'est une ingérence dans l'université. Et puis par ailleurs, on est en pleine campagne électorale sur les européennes et on oublie la construction européenne. L'Europe s'est construite après la Shoah. Donc en fait, on est complètement en décalé. Mais l'Europe n'est pas leur sujet, Rachel. Mais je sais bien. Mais on ne parle jamais d'Europe. Après, c'est Gaza. Après, c'est Gaza. C'est de se dire qu'on a le monopole de la lutte antiraciste, que cette lutte, lutter contre l'apartheid, lutter contre les génocides, lutter contre la colonisation, c'est le cheval de Troie pour mettre à terre notre République et notre Europe. Amine El-Khatmi, cette gauche-là, ce n'est pas votre gauche. La gauche de la France insoumise, c'est peu de le dire. Ah non, oui, c'est peu de le dire. La rupture est définitive, elle est irrévocable. Pour moi, l'après 7 octobre, mais ça avait commencé avant, mais l'après 7 octobre signe une rupture
une rupture totale. Enfin, on se vote dans l'apologie du terrorisme, on explique que d'abord on ne qualifie pas le Hamas d'organisation de terroriste, puis après on dit que c'est une organisation de résistance. On fait des blagues sur des bébés dans le four et des femmes éventrées. Bon, je ne vais pas vous refaire la longue liste des abjections et des horreurs qui ont été commises pardon, je termine là-dessus. On dit souvent c'est une stratégie qui conduira Mélenchon à l'échec. Je n'en suis pas tout à fait certain, voyez-vous. Je pense que c'est une stratégie du chaos qui lui assurera sa petite boutique, puisque je ne crois pas qu'au fond de lui-même, son ambition soit de devenir président de la République. Il a compris que ça ne se ferait pas, mais il a besoin d'une petite épicerie avec les ingrédients, et je pense que cette stratégie-là lui assure l'ouverture de son épicerie. Bon, Alexandre Devecchio, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il peut même être présent, être élu président de la République, j'y crois pas, mais je crois que son objectif, c'est d'être présent au second tour, en rassemblant finalement, malgré tout, une grande partie de la gauche, parce qu'il sera le meilleur en campagne et que la gauche n'a pas nécessairement de candidat alternatif. Il l'a fait presque une fois, il était à plus de 20%, il ne faut jamais l'oublier, à la dernière présidentielle, et il parie aussi sur une forme de basculement démographique en France pour aller chercher des voix dans des quartiers qui seraient islamisés. Ça peut tout à fait réussir, et l'étape d'après, c'est effectivement de ne pas prendre le pouvoir de manière démocratique, parce que quel que soit le candidat en face, il perdrait évidemment, mais de produire le chaos. En particulier s'il est face au Rassemblement national, pour dénier toute légitimité au Rassemblement national s'il était élu. Donc voilà, effectivement, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, pour en revenir à la conférence, je suis toujours embêté, moi, je ne pense pas qu'il faille interdire, parce que justement, je suis pour la liberté d'expression, et j'ai peur que ce genre de réflexe se retourne contre ceux qui, justement, veulent combattre l'islamisme. Mais ce qui m'inquiète, en réalité, c'est qu'il va y avoir du monde à cette conférence. Ouais. Mais bien sûr, c'est ce que je disais. C'est là où Aminata Khatmi a raison, c'est qu'il recrute parmi des minorités actives, d'ailleurs qui ne sont pas que dans les cités islamisées, qui sont effectivement dans les universités woke, à Sciences Po, parfois dans un univers très bourgeois et très, très bourgeois de gauche. Et donc, il va y avoir du monde. Donc, mais parce qu'on en a parlé, la pub, mais parce qu'on en a parlé, malheureusement. Mais on est obligé d'en parler. Il faut aussi savoir, je pense que la meilleure des choses à faire est quand même de déconstruire tout le ça, discours, et de nommer clairement l'adversaire. Sabrina Medjeber. Oui, par rapport à la stratégie électoraliste de Jean-Luc Mélenchon, je suis d'accord avec ce que disait Amine. Effectivement, lui est dans la surenchère parce qu'il a intérêt à maintenir ses petits intérêts de boutiquier, d'incarner une forme de leader, vous savez... de ce qu'on appelle la convergence des luttes, qui se transforme en convergence des rages, sur fond d'identité émiettée, assignation identitaire, etc., etc. Mais dans un même temps, j'observe que, par exemple, l'Union des musulmans de France commence déjà à rédiger des listes dissidentes pour les prochaines échéances électorales. Donc, est-ce que le discours, finalement, ou en tout cas la substance identitaire de la France insoumise à travers la transidentité, l'écologie punitive, etc., tous les mantras qui constitue le discours politique de Jean-Luc Mélenchon, va réussir finalement à infiltrer là où il pensait faire une OPA sur le vote communautaire des quartiers. Ouais. Parce qu'il y a quand même, c'est juste pour préciser, effectivement, il a eu un grand succès. En Seine-Saint-Denis, il y a eu des bureaux de vote qui ont atteint plus de 80% de vote pour Jean-Luc Mélenchon. 12 députés sur 12. Bah, exactement. C'est vrai, c'est qu'il y a une liste il y a une cartographie avec une abstention. La France insoumise, c'est la liste attendez, pas tous en même temps. Sabrina, la liste Pré-Palestine, exactement. C'est celle-ci. Absolument, par la France insoumise. Donc, il peut y avoir aussi une dissidence qui peut déstabiliser... Durant les européennes, durant la présidentielle, ça me paraît plus compliqué, mais vous avez raison, il y a une opposition. Et là, je demande à réfléchir à des gens qui se prétendent progressistes, qui défendent les droits des homosexuels, des LGBT, mais... les islamistes, c'est vos pires ennemis. Bien sûr. Si demain ils arrivent au pouvoir, vous serez les premiers à être décapités. Pardonnez-moi de parler comme ça. Il y a eu un précédent, puisqu'on parlait de l'Iran tout à l'heure, c'est la révolution islamique, où il y a eu une alliance entre les communistes et les islamistes. On a vu comment ça a fini avec les communistes en prison et massacrés dès que les islamistes ont pris le pouvoir. Donc c'est une stratégie effectivement il faut le dire, très dangereuse. Queer for Amine Palestine. El Khamis. Exactement. Parce que qu'à la fin, ça risque de mal tourner pour eux. Ça va mal tourner pour eux.